Oui, oui, alors on va commencer par le Non, quiz mais, notamment, hein. ouais. Vous m'entendez bien, hein? Alors donc, le quiz, première question. On ne peut pas contacter le salarié pendant le travail, pendant l'arrêt de travail. Vrai ou faux? Alors bon, comme vous avez les micros coupés, je vais me permettre de répondre à votre place, hein. Donc, alors, le clic suivant. Et effectivement, en réalité, c'est un dispositif que nous allons vous détailler. Aujourd'hui, on peut tout à fait contacter le salarié pendant son arrêt de travail par le biais d'un nouveau dispositif de la PDP, la prévention de la désinsertion professionnelle. Cet outil, c'est le rendez-vous de liaison. C'est un rendez-vous qui vous permet de contacter votre salarié pendant l'arrêt de travail, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Clic suivant. Clic suivant, s'il vous plaît. Oui. Ouais, il y a un petit décalage, Luc, Un petit décalage, hein. Ouais. D'accord. Il y a un gros décalage. Un gros décalage quand même, effectivement. Il veut pas Alors, passer. Attends. voilà. La deuxième question. Il n'est pas nécessaire d'avoir la validation MDPH pour être pris en charge par Cap Emploi. Alors, la validation MDPH, pour ceux qui ne le savent pas, c'est effectivement la reconnaissance travailleur handicapé. Bon, effectivement, là, le décalage, on a effectivement la réponse, hein. Alors là, je vais laisser peut-être Jean-Charles et Julie intervenir sur cette question, hein, Ouais. Le décalage est pour allé donner trop les vite. précisions. Le décalage est Voilà. allé trop vite, Luc, cette fois-ci. Mm. Donc, effectivement, donc nous, on prend en charge des personnes en situation de handicap, alors qui nous sont signalées soit par le médecin du travail, soit la personne elle-même, soit par l'entreprise. Et derrière le mot entreprise, on y met alors, soit une personne de la direction des ressources humaines, soit un dirigeant, soit un référent handicap. Et effectivement, on peut prendre en charge une personne dès lors qu'elle nous indique son souhait de déposer un dossier au niveau de la MDPH, ou alors tout simplement qu'elle nous fournit le récépissé de dépôt à la MDPH. On n'est pas obligé d'attendre l'obtention de la qualité de travailleur handicapé. En fait, cette obtention de la qualité de travailleur handicapé, on l'utilisera uniquement au moment où on va mobiliser les aides à GFI, lorsqu'il y a nécessité de les mobiliser. Mais en amont de ça, on peut déjà travailler le diagnostic, en fait, sans que la personne ait la qualité de BO. Voilà, très bien. Clic suivant. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Donc là, on parle du diagnostic. Donc, le diagnostic peut être fait même s'il n'y a pas la qualification donc, des RQTH. Mais à partir du moment où il y a une demande de financement, est-ce qu'elle peut être faite même s'il n'y a pas la qualification ou pas? Alors, effectivement, pour éviter une rupture d'un contrat de travail, on va faire le diagnostic vraiment en amont. Après, dès lors qu'il y a une demande de financement, on va avoir besoin de l'accusé réception du dossier complet au niveau de la MDPH. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, si effectivement on n'a pas ce document officiel de la MDPH, on ne pourra pas demander un financement à la GFIP. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne aussi la personne à créer ce dossier le plus tôt possible pour qu'au minima, dans le mois suivant, on ait au moins l'accusé réception pour faire les demandes financières. Pour vous donner une idée des délais, en fait, entre le moment où la personne dépose et le moment où elle obtient son récépissé, souvent, il y a déjà 2 mois, en fait, où elle obtient le récépissé, et souvent 6 mois entre le dépôt et l'obtention de la réponse sur la RQTH. C'est les délais en cours actuellement à La Réunion. C'est extrêmement long. Ouais. Ça vous va? Ça vous convient la réponse? Ça répond? Oui, merci. Alors, troisième question, on ne peut pas occuper son poste de travail pendant un arrêt de travail. Il y a un piège, bien sûr, vous vous en doutez. Le piège, ce serait quoi? Le mi-temps thérapeutique? Alors, effectivement, c'est effectivement laisser encadrer, le meilleur exemple que l'on va vous détailler d'ailleurs. Pendant un essai encadré, le salarié est en arrêt de travail et pourtant, il occupe son poste de travail.
Alors, effectivement, on aura l'occasion de vous détailler ce dispositif également. Alors, diapositive suivante. Les troubles… Pardon. C'est quoi l'essai encadré? Alors, justement, on va vous le détailler dans les diapositives suivantes. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein, voilà. Alors, donc, les troubles psychiques sont la 3e cause d'arrêt de travail en France. Vrai ou faux? Alors, clic suivant. C'est effectivement c'est la 2e cause d'arrêt de travail en France. Aujourd'hui, on sait clairement que les troubles ostéo-articulaires et les troubles psychiques sont les causes les plus fréquentes d'arrêt maladie. Et effectivement, les troubles psychiques viennent en 2e cause d'arrêt de travail. Clic suivant. Un salarié dépressif peut être reconnu RQTH. Alors là, un petit détail quand même, c'est vrai que classiquement, on a tendance à, même les médecins d'ailleurs, tendance à déclarer des salariés travailleurs handicapés pour des problèmes ostéo-articulaires et rarement pour des problèmes de troubles psychiques. C'est en fait une possibilité, effectivement, que d'être reconnu RQTH pour un salarié dépressif. Et donc, la réponse est vraie. Hein, clic suivant. La réponse est vraie. Et enfin, dernière question, clic suivant. Un salarié est obligé d'informer son employeur de ses RQTH. Non. Clic suivant. Voilà, hein, effectivement, c'est faux. Hein, donc, il n'y a pas d'obligation d'informer. D'ailleurs, même certains médecins du travail n'ont même pas l'information que les salariés étaient reconnus travailleurs handicapés. Hein, voilà. Clic suivant et diapositive suivante. Ah là là, on a encore notre… Merci Julien. Il y a le délai. Hein, il y a le délai. Ah là là, oui, ça y est, c'est parti sur le décalage. Je clique, mais ça bouge plus. D'accord. Attends. Hop. Ça y est, on va y arriver. Très bien. Alors, je prends l'inversion des slides. Donc, on voulait, je reprends le cours, Luc. On oui, tout à fait. Repartager un petit peu une définition du maintien en emploi, puisque comme on vous l'indiquait, ce qu'on va ressortir en fait de la loi, c'est vraiment centré sur ce que ça apporte au processus de maintien en emploi. Donc, la définition qu'on peut partager ensemble, c'est un ensemble de démarches et de mesures. Donc, derrière ces mots-là, si vous voulez, déjà, ce sont des acteurs autour des démarches et le processus de maintien en emploi, il est extrêmement pluridisciplinaire avec des acteurs importants que sont la personne elle-même, les accompagnants, donc Cap Emploi, on peut se considérer comme des accompagnants dans la situation, le médecin du travail, évidemment, qui va être très important dans le processus, et souvent le manager de proximité. Donc là, ce sont les acteurs qu'on va retrouver. Différentes mesures en fait, qu'on peut mettre en place. Donc, certaines mesures sont des mesures de prévention de la désinsertion professionnelle qu'on va vous présenter dans le cadre de la loi santé-travail. D'autres sont des mesures de compensation. Là, ça renvoie à des mesures AGFIP. Donc, vous voyez, le processus de maintien, c'est une mise en musique d'acteurs et de mesures. Donc, pour maintenir dans l'emploi un salarié ne pouvant plus effectuer son activité pleinement ou partiellement, donc ça, c'est la première notion. C'est soit une restriction totale ou partielle, et qui va être soit temporaire, soit définitive. Voilà, donc là, vous avez les différents éléments d'une situation de maintien en emploi. À gauche, donc vous voyez l'origine en fait de la situation, c'est la survenue d'une rupture socio-professionnelle, alors qui peut être en fait d'origine personnelle, donc un accident de la vie personnelle, ou professionnelle, donc une maladie, un accident du travail, qui va impacter en fait la capacité de la personne à occuper son emploi. Donc les deux conjugués vont faire une situation de maintien en emploi. Alors, on voulait juste vous noter que, évidemment, le maintien en emploi ne concerne pas uniquement des salariés en arrêt de travail. Nous, on intervient, en fait, ça se répartit à peu près pour moitié-moitié au niveau de Cap Emploi sur 400 situations en file active en moyenne. On en a à peu près 200 au moment du signalement qui sont en arrêt de travail. Et les 200 autres sont toujours sur leur poste avec des restrictions d'aptitude et la nécessité de réfléchir à une adaptation du poste de travail alors qu'ils sont encore en emploi.
Donc, on est soit, vous voyez, dans un processus prévention de la désinsertion quand les personnes sont en arrêt, ou alors bien en amont, en détection précoce quand les personnes sont toujours au poste. Et puis, le deuxième élément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le maintien ne s'adresse pas aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, nous, Cap Emploi, on intervient sur le public DOETH ou en voie de le devenir, comme on vous disait tout à l'heure. Les médecins du travail, tu pourras compléter, Luc, au besoin, mettent aussi en place des mesures d'adaptation pour des publics qui ne sont pas BOETH. Voilà, donc derrière le maintien, il n'y a pas que des travailleurs handicapés. Je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose, Luc. Non, pas spécialement. C'est bon ? Non, pas spécialement. C'est bon. Ok, voilà. Alors, attendez, il faut que je revienne en arrière. Excusez-nous les... Désolé, hein, il y a un gros décalage sur l'affichage. J'arrive pas à mettre évidemment. Donc, mais j'essaie d'afficher, en fait, j'y arrive pas. Oui. Désolé. Ça devrait pas tarder, là. Alors, il s'agit de la diapositive sur les éléments de cadrage réglementaire pour les employeurs. Alors, c'est important parce qu'on parle des travailleurs handicapés. Et donc, voilà, alors nous y sommes. Donc, il y a effectivement cet article du Code du travail qui précise la non-discrimination liée à l'état de santé ou au handicap. Alors, dans la pratique, effectivement, ce qu'on appelle un aménagement raisonnable, c'est une mesure concrète qui va permettre de réduire autant que possible les effets négatifs d'un environnement sur la participation d'une personne à la vie, effectivement, en entreprise. Mettre cet aménagement raisonnable, effectivement, en place pour une personne en situation de handicap est une obligation. Et donc, effectivement, dès lors que vous avez un salarié qui vous précise qu'il est travailleur handicapé, vos devoirs sont effectivement beaucoup plus importants. Vous savez qu'effectivement, l'employeur est en charge de la sécurité, effectivement, et la santé physique et mentale des travailleurs. Effectivement, on a toujours l'obligation de moyens, et effectivement, l'obligation aussi de résultats et l'obligation de reclassement. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que lorsqu'on va déclarer une inaptitude, on notera bien la mention précise. Il y a ces deux mentions, c'est-à-dire qu'effectivement, le maintien au poste de travail est effectivement préjudiciable pour la santé du salarié. C'est effectivement des choses qu'il faut savoir aborder avec votre médecin du travail. Si vous avez fait effectivement tous les reclassements, enfin toutes les recherches de reclassement possibles et que vous n'êtes pas arrivé effectivement à vos fins. Mais dès lors que vous avez connaissance du statut travailleur handicapé pour le salarié, ça, effectivement, vous oblige, vous contraint à l'aménagement raisonnable. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Luc, j'apporte juste un petit complément sur la notion d'aménagement raisonnable, parce qu'elle n'est pas toujours facile à appréhender en fait pour les entreprises et les employeurs. Donc, l'aménagement en fait ne doit pas constituer une charge disproportionnée dans sa mise en œuvre pour l'employeur. Tout à fait. Et cette notion-là n'est pas toujours facile à évaluer. Et alors, il y a un guide intéressant auquel je vous renvoie au besoin pour aller plus loin. C'est celui du défenseur des droits, en fait. Sur Internet, vous trouvez facilement le guide de l'aménagement raisonnable. Il est assez bien fait, il vous permet de mieux cerner en fait cette notion-là. Et j'en profite d'avoir des employeurs en fait autour de la visio là. Lors de la prochaine semaine pour l'emploi des personnes handicapées, en fait, qui se déroule du 14 au 18 novembre prochain, on va organiser nous un after work employeur avec le défenseur des droits et autour de cette notion-là, en fait, d'aménagement raisonnable, de discrimination. Donc, vous serez destinataire des invitations, mais je profitais du moment pour vous l'annoncer. C'est le mardi 15 novembre, en fait, en soirée, qu'on organisera ça dans l'Ouest. Voilà. Alors, on voulait ensuite juste attirer votre attention sur deux clés de réussite d'un processus de maintien en emploi. La première clé, de notre point de vue, c'est la détection précoce. Alors, plus on va prendre en charge précocement la situation,
et ben moins, plus on a de chances de réussir le maintien en emploi des salariés. Donc, vous connaissez peut-être déjà ce schéma-là, qui en fait permet de visualiser la progression en fait des difficultés des salariés, et c'est contrebalancé de l'autre côté par la progression des difficultés pour l'entreprise. Donc, vous voyez que c'est assez exponentiel, et que partant de douleurs et liées alors, parfois à la pénibilité, on en arrive à de l'exclusion sociale et à de l'inaptitude. Et pour les entreprises, vous voyez des difficultés de manière exponentielle, avec de la perte d'efficacité, de flexibilité, de l'absentéisme. Donc, des choses que vous connaissez au quotidien. J'imagine que vous pilotez les différents indicateurs qui vous permettent de détecter de façon précoce. Mais en tout cas, une des clés, c'est bien de surveiller ces indicateurs qui permettent de détecter précocement les difficultés des salariés. Et la loi santé au travail, en fait, donne certains outils qui permettent d'aller un petit peu plus loin, en fait, dans l'échange avec le salarié et le dialogue, qui permettent de mieux prendre en charge les situations. Donc, on voulait attirer l'attention sur cette première clé de réussite. Et la deuxième, c'est l'approche en pluridisciplinarité, avec l'obtention du consentement de l'ensemble des parties prenantes autour de la solution de maintien en emploi. Et vous voyez que le triangle, alors c'est employeur, salarié, médecin, avec au centre le collectif de travail. Nous, on est concrètement, enfin, les mains dans la situation de travail avec vous, entreprise, et c'est souvent au niveau du collectif de travail, en fait, qu'on arrive à trouver les solutions, avec mise en place souvent de sensibilisation, mais aussi réflexion autour d'outils de compensation avec le manager, les collègues, etc. Et c'est vraiment dans ce triangle-là qu'on arrive à identifier les solutions de compensation. Ça, c'est issu d'une méthode, en fait, Jabès-Paré. Ce sont des spécialistes, en fait, de la santé au travail. Donc, docteur Jabès, qui est médecin du travail, et monsieur Paré, qui est sociologue spécialisé en santé au travail, qui ont vraiment travaillé sur ces notions-là. Et ce sont des personnes qui sont aussi intervenues à La Réunion pour nous former, en fait, avec des services de santé au travail sur la méthode. Voilà, donc on voulait mettre en lumière ces deux conditions de réussite du processus de maintien. Et on va terminer sur la définition du maintien par un joli petit schéma avec plein de couleurs. Alors, si vous voulez, ça vous donne les différentes étapes du processus de maintien, avec une phase de détection, alors de signalement précoce autant que possible, que la personne soit en arrêt ou en activité. Donc là, on vous donnera après la façon de nous signaler les situations. En tout cas, du côté de Cap Emploi, à 70%, les situations nous sont signalées par les médecins du travail. Donc, on travaille avec l'ensemble des services de santé au travail. On travaille aussi avec la CGSS pour des personnes qui sont en arrêt de travail, qui peuvent aussi alors les médecins conseils, les assistantes sociales de la CGSS signalent aussi des situations. Et les 30% restants, ce sont les entreprises directement et les salariés. Donc, vous voyez, que la personne soit en arrêt ou pas, on peut prendre en charge la situation. Et ensuite, ce que vous expliquait Julie tout à l'heure, on a la première phase de bilan, avec un travail coordonné avec les médecins, travail de bilan pour pouvoir identifier des solutions, construire le projet, en fait, de maintien en emploi avec différents niveaux sur le projet. Donc ça, c'est la ligne tout en bas. On recherche, pardon. Dans sa fiche, j'ai 4032 et... Excusez-moi, vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Il y a un micro ouvert, en fait. Quand on intervient, on recherche d'abord une solution de maintien au même poste avec l'aménagement. Si on n'y parvient pas, on réfléchit avec l'entreprise à une situation de reclassement à un autre poste dans l'entreprise. Si ce n'est pas possible, eh bien, au moment où le licenciement pour inaptitude va être prononcé ou est prononcé, dans ce cas, on réfléchit au reclassement extérieur. Et en fait, on est à Cap Emploi conseil en évolution professionnelle, et on peut réfléchir à des projets de reconversion avec vos salariés. Projet de reconversion qui peut aussi être un projet de formation et de création d'entreprise.
Peut-être, Luc, tu veux dire quelques mots sur la phase bilan, Oui, médical, etc. tout à fait. Alors, clairement, on va vous détailler tout à l'heure la visite de pré-reprise, qui est une visite qui se déroule pendant l'arrêt de travail. Cette visite, elle a un rôle majeur parce que d'abord, effectivement, elle va nous permettre d'évaluer la pathologie du salarié et le retentissement sur sa capacité de travail. Donc, on fait effectivement une évaluation de la capacité physique, cognitive, mais également psychique pour la reprise de son travail. L'avantage du médecin du travail, c'est qu'il est expert de la santé et expert du travail, puisqu'il connaît ses entreprises, il connaît les postes de travail. Donc, c'est quelque chose de tout à fait important. Le médecin du travail va travailler aussi en coordination avec le médecin traitant, avec le médecin spécialiste, parfois même avec le kinésithérapeute, parfois aussi avec le psychologue qui suit le salarié. Donc ça, c'est un élément très important. Et vous avez, vous voyez, au niveau médical, on vous parle de la cohérence des discours médicaux. La cohérence des discours médicaux, c'est un élément extrêmement important puisque ça va permettre donc d'harmoniser un petit peu le discours que nous avons à tenir face aux salariés pour son évolution afin qu'il puisse reprendre le travail. Et comme vous l'a dit effectivement Jean-Charles, soit effectivement il pourra occuper son ancien poste, soit effectivement on peut envisager un reclassement en externe, voire même une formation si vraiment il est impossible pour lui de reprendre. Il y a aussi un élément très important, c'est le social, la famille, les transports. Si vous avez effectivement un salarié avec d'énormes difficultés pour se rendre sur son lieu de travail, c'est une problématique qu'il faut évaluer. Donc, il n'y a pas seulement que le contenu du travail, mais il y a aussi les moyens pour s'y rendre au travail. Donc, c'est quand même pas si simple que ça. Voilà. Oui, je peux compléter Oui, ce que tu tout à dis. fait. Effectivement, nous, dans un parcours de maintien dans l'emploi, quand il y a une difficulté, que ce soit sociale, financière ou justement en lien avec des déplacements pour aller du domicile au lieu de travail, si on voit qu'il y a des problématiques qui sont périphériques et qui vont en fait empêcher ou qui va être un frein pour le maintien dans l'emploi, on va orienter nos bénéficiaires vers notre intervenante sociale de Cap Emploi pour les aider justement à lever ces freins. Et donc, cette intervenante sociale va aussi se mettre en lien avec les différents services sociaux, donc celle d'Intermétra, aussi du service social de la CGSS. L'objectif est de lever ces freins périphériques pour justement nous permettre ensuite de poursuivre cette recherche de maintien dans l'emploi, d'aménagement de poste ou de reclassement interne voire externe. Donc voilà pour le schéma de maintien en emploi. On termine en fait sur ce point-là avant de zoomer sur la loi santé au travail par un petit schéma sur l'aménagement. Je te laisse, Jolie. Je ne vais pas forcément aller dans le détail de cette carte mentale, mais en fait, notre objectif, c'était de vous montrer qu'il y a plein d'aménagements qui existent. Ça peut être de l'aménagement humain, l'aménagement organisationnel et de l'aménagement technique. Nous, dans le cadre de notre réflexion à Cap Emploi et avec le médecin du travail, et bien sûr vous en tant qu'employeur, c'est de trouver en fait la solution qui prenne en compte à la fois l'état de santé de la personne, mais qui prenne aussi les exigences du poste de travail et les besoins de l'entreprise. Donc, toute cette réflexion, elle est faite avec les prestations aussi financées par la GFIP. Et par la suite, notre rôle, c'est de vous proposer la solution financière qui puisse convenir à la mise en œuvre de cette solution en fonction de ce qu'on a défini ensemble. On a une question dans le chat de Madame Mareux. Ce parcours vaut-il uniquement pour les salariés qui entament une démarche de reconnaissance TH ou pour tout salarié en arrêt de travail, parfois très long? Alors, le schéma en fait en phase de démarrage, c'est-à-dire en phase de bilan, il vaut pour tout salarié, même ceux qui sont en arrêt. Pour Cap Emploi, le seul point d'entrée, c'est qu'on va demander aux salariés de nous attester sur l'honneur
qu'il va bien déposer une demande de RQTH ou alors lui demander le récépissé de dépôt en fait, à la RQTH. En fait, on l'a précisé au tout début du webinaire, on peut faire le diagnostic sans que la personne ait encore la qualité de BOE. Par contre, sur la mobilisation des aides AGFIP, là, on aura besoin du Sésame RQTH en fait, pour pouvoir faire la demande. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Madame Marolles. Alors, je me permets du coup d'activer mon micro. Oui, ça répond à ma question, mais parce qu'en fait, on a parfois des salariés qui sont éloignés, qui se sont éloignés par arrêt de travail et qui n'entament pas particulièrement cette démarche. Et donc là, j'imagine que c'est plus à voir avec le médecin du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un discours parce que parfois, en tant qu'employeur, ça ne peut pas forcément être très simple. Enfin, ce n'est pas très simple d'entamer et d'aborder le sujet d'une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap. Est-ce que c'est aujourd'hui un discours et une posture qui peut être tenue par le médecin du travail, notamment au travers d'une visite de pré-reprise qu'on pourrait déclencher? C'est un questionnement, c'est-à-dire que est-ce que l'esprit, je pense que l'esprit est excellent pour toutes ces personnes qui s'engagent dans ces démarches-là, mais on a également des gens qui sont en arrêt de travail depuis de nombreux mois, voire des années, qui sont éloignés de leur poste de travail et donc il est très compliqué d'envisager le retour en emploi alors qu'il n'y a pas forcément cette reconnaissance, cette démarche qui a été entamée ou proposée. Luc, je te laisse répondre. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Alors, en pratique, d'abord, la reconnaissance travailleur handicapé, c'est quelque chose qui est effectivement systématiquement évoqué lors des visites de pré-reprise. Après, c'est extrêmement difficile à présenter et parfois, bien sûr, il faut laisser le temps aux salariés de réfléchir aux implications que ça va effectivement causer. Et donc, ce n'est pas toujours évident pour le salarié de facto de rentrer dans cette démarche. Donc, nous, on essaie effectivement au mieux de préciser tout ce que ça peut impliquer pour lui, mais en tout cas, clairement, il est bien précisé que ça le protège, ça renforce effectivement sa protection et donc il a tout à gagner dans ce dispositif. Après, c'est l'image qui fait peur, hein, c'est-à-dire que beaucoup de salariés nous disent clairement moi, je ne suis pas handicapé, vous me demandez que je suis handicapé, j'ai des difficultés de maintien au poste de travail, mais pour eux, certains, ils ne s'estiment pas handicapés. Et donc, c'est toute la difficulté que l'on a. On demande effectivement souvent à ce qu'ils soient revus après par Cap Emploi, même s'ils n'ont pas encore déposé la demande. Et donc, en général, effectivement, à Cap Emploi, ils insistent effectivement sur cette démarche. Et parfois, ils sont également vus par notre service social qui insiste aussi sur la démarche. Ok, je vous remercie. Merci. Ouais, l'important, c'est d'avoir des discours un peu coordonnés et puis cohérents en fait, par rapport à la personne. Et du coup, l'échange entre les fameux acteurs du triangle, là, dans la limite du secret médical, évidemment, est très important. Et nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les services de santé au travail sur signalement pour des personnes qui ne sont pas encore reconnues, avec toute une approche en fait, autour de l'intérêt de cette RQTH, l'accès aux droits, la possibilité de mettre en place de la compensation. Et on le fait en fait alors via notre intervenante sociale parfois quand il y a des difficultés sociales périphériques ou directement par le chargé de mission de maintien en fait. Voilà, mais c'est une approche très très importante. Voilà, on a à peu près fini sur la première partie du webinaire donc qui consistait un peu à bien repartager ensemble les acteurs, le processus, les clés de réussite du maintien en emploi. Donc, je vous propose de passer du coup à la deuxième partie où on va zoomer un peu plus sur la loi santé au travail et le Dr Falkenberg qui va s'y atteler. Voilà, donc effectivement, merci Jean-Charles. Donc, je vais vous détailler un petit peu les éléments saillants de la loi santé au travail du 2 août 2021. On va dire clairement les choses. Il se pose un problème d'efficience des services de santé au travail. Un problème d'efficience notamment dans le domaine du maintien en emploi. Et donc, ce problème d'efficience-là se manifeste par un nombre d'inaptitudes extrêmement élevé, des inaptes pour des raisons, pour des problèmes, comme je vous le précisais, ostéo-articulaires,
ostéo-articulaires, dont effectivement les troubles musculo-squelettiques, mais également énormément de pathologies psychiques en lien possible avec des risques psychosociaux. Et donc, il apparaissait important de favoriser ce maintien en emploi, mais également de changer l'organisation des services de santé au travail. Il y a eu donc effectivement cet accord national interprofessionnel en 2020 qui a finalement enfanté cette loi santé-travail du 2 août 2021. L'accord national interprofessionnel, c'est un accord négocié et signé par les différents partenaires sociaux. Et si on reprend la genèse au départ de tout cela, il y a eu d'abord le rapport Lecoq. Le rapport Lecoq, en 2018, a dressé plusieurs constats. D'abord, il y avait un manque de lisibilité dans les organismes effectivement en charge de la prévention en entreprise, que ce soit effectivement l'ARACT, que ce soit effectivement l'OPP-BTP qui est en charge du BTP, que ce soit également l'INRS, mais également les services de santé au travail. Donc, il y a également des services de santé au travail qui étaient finalement peu actifs sur la prévention primaire. La prévention primaire, c'est effectivement la gestion des facteurs de risque qui peuvent déclencher effectivement des pathologies. Donc, c'est ces facteurs de risque, mais avant l'atteinte à la santé. La prévention secondaire, c'est classiquement la gestion des protections collectives et individuelles. Et la prévention tertiaire, là, il est beaucoup trop tard, où on a déjà des restrictions des salariés avec des pathologies, effectivement, pour lesquelles on doit effectivement mettre en place la prévention. Donc, vous l'avez compris, cette loi santé au travail, c'était surtout la prévention primaire, effectivement, à privilégier. Il s'agissait également de décloisonner la santé au travail et la santé publique. Et donc, c'est aussi le cadre de l'intégration d'un volet santé-travail dans le dossier médical partagé. Il apparaissait aussi important de faire la promotion du sport, de l'activité physique, mais aussi les campagnes de vaccination dont vous avez pu bénéficier probablement avec Intermetra. Mais toute la question, c'était effectivement sur l'efficience des services de santé au travail. Alors, diapositive suivante. Alors là, je prends un petit peu d'avance avant que n'apparaisse la diapositive. Il s'agira donc de détailler les 4 grands volets de la loi. Les 4 grands volets. Le premier volet, c'est d'abord l'organisation des services de prévention et de santé au travail, interentreprises. L'organisation de ces services, il change de nom. Aujourd'hui, ce n'est plus les SST, services de santé au travail, c'est désormais les services de prévention et de santé au travail. On étend le champ d'application, le champ d'intervention, c'est-à-dire qu'au final, on va suivre également les chefs d'entreprise, suivre également les libéraux, les artisans. Donc, effectivement, on augmente le champ d'intervention. On décloisonne, comme je vous le disais tout à l'heure, la santé publique et la santé au travail, et on renforce la pluridisciplinarité. L'idée, c'est d'utiliser une palette d'acteurs, de professionnels au service des entreprises. L'axe 2, sur le suivi individuel des salariés, effectivement, il y a les modifications concernant la visite de reprise et de pré-reprise qu'on va vous détailler tout à l'heure. Il y a également l'apparition de la visite de fin d'exposition, la visite de fin d'exposition et la visite de mi-carrière, que je vous détaillerai également tout à l'heure. Et enfin, l'axe 3, et c'est pour ça que c'est un élément très important pour le maintien en emploi, c'est la lutte contre la désinsertion professionnelle. Et donc, il y a la création désormais de ce qu'on appelle une cellule PDP, cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Cette cellule, effectivement, elle est désormais obligatoire dans tous les services. Et donc, effectivement, aujourd'hui, dans notre cellule Intermetra, nous avons intégré Cap Emploi, en la personne de M. Jean-Charles Leblévec et effectivement Mme Julie Saint-André, mais nous avons également intégré le service social, ainsi que la responsable de la cellule PDP de la CGSS, qui est Mme Sabine Legrand. Enfin, dans cette lutte contre la désinsertion, il y a ce dispositif qu'on va vous présenter, c'est le rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison, c'est ce rendez-vous que vous aurez avec votre salarié pendant son arrêt de travail pour effectivement envisager l'avenir sereinement. Enfin, on notera aussi les changements qui seront détaillés pour l'essai encadré, que je vous détaillerai tout à l'heure, mais également pour la transition professionnelle. Enfin, le point 4, c'est le renforcement de la prévention dans les entreprises.
Et donc, comme je vous le disais, on renforce la prévention primaire. On gère les facteurs de risque avant l'atteinte à la santé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on intervient souvent trop tard parce qu'effectivement, on se retrouve avec des salariés qui présentent des pathologies pour lesquelles on se retrouve à soit faire des aménagements, soit faire des inaptitudes. Le problème de départ, le secret, ça reste quand même toujours la polyvalence, la rotation des postes. Il faut effectivement impérativement privilégier cette polyvalence, cette rotation des postes. Dès lors qu'on a des postes hyper spécialisés pour lesquels on peut développer des pathologies, on se retrouve effectivement dans une situation où on se retrouve à finalement avoir des difficultés à aménager. Dans le renforcement de la prévention dans les entreprises, il y a les nouveautés sur le document unique d'évaluation des risques avec ce fameux programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail qui renforce également beaucoup la prévention. Diapositive suivante. Alors, diapositive suivante, voilà. Alors, donc, on va effectivement détailler un petit peu cette visite de pré-reprise et surtout les changements qui sont occasionnés. Donc, la visite de pré-reprise, c'est une visite non obligatoire pendant l'arrêt de travail. Une visite non obligatoire, mais essentielle. Elle a pour but d'accompagner, elle a pour but également donc de préparer, mais également d'anticiper. Et vous l'avez compris, ce que je vous détaillais tout à l'heure, le médecin du travail va se mettre en relation avec les différents partenaires, que ce soit effectivement Cap Emploi, que ce soit le service social, que ce soit les médecins spécialistes, que ce soit les psychologues. Voilà, il y a une palette d'acteurs qui vont contribuer à ce maintien en emploi. Il y a une nouveauté qui est essentielle. Cette nouveauté, c'est que le médecin du travail peut désormais demander cette visite de pré-reprise. Il faut bien dire que nous n'avons pas connaissance des arrêts maladie dans les entreprises. Nous n'avons pas cette information. Si vous avez un salarié en arrêt maladie, vous pouvez effectivement nous signaler cet arrêt et nous pouvons faire cette demande de visite de pré-reprise. C'est un élément essentiel pour la suite. Effectivement, ce qui a changé également, c'est qu'on peut demander ces visites de pré-reprise pour des arrêts de travail de plus de 30 jours. Auparavant, c'était 3 mois. Donc, vous voyez, l'importance de cette visite de pré-reprise, c'est qu'aujourd'hui, elle peut être demandée par le médecin du travail, on va pouvoir aménager les postes, on va pouvoir préconiser, on va pouvoir également parfois faire des demandes de formation pour les salariés, puisque c'est un salarié pour lesquels on sait pertinemment qu'ils ne pourront pas reprendre le travail. Diapositive suivante. Alors, sur la visite de reprise, il y a aussi un changement qui est important. Cette visite de reprise, bien sûr, c'est une visite qui est obligatoire, qui va se faire effectivement le jour de la reprise effective ou dans les 8 jours calendaires, hein, bien sûr. Alors, il y a une chose effectivement qui est importante aussi, c'est que qui peut la demander? Effectivement, l'employeur, bien sûr. Dans la majorité des cas, c'est l'employeur. Et ça peut être également le salarié en cas de carence, c'est-à-dire que si effectivement le salarié estime qu'il a fait plusieurs relances à son employeur, il n'a pas demandé de visite de reprise, il peut effectivement faire un recommandé avec accusé de réception et effectivement, du coup, bénéficier de cette visite de reprise. Le changement, c'est qu'effectivement, il faut une absence de plus de 60 jours pour cause de maladie ou accident non professionnel pour bénéficier de cette visite. Par contre, moi, je nuance un petit peu par rapport à cette visite de reprise. Pour quelle raison? Aujourd'hui, nous avons des salariés qui ont fait un infarctus, ont fait un accident vasculaire cérébral et qui reprennent dans les 30 jours. Donc, ça veut dire que vous vous retrouvez avec un salarié qui a fait un accident grave et qui peut-être fait des efforts physiques, porte des charges et pour lesquels le poste n'est pas aménagé, peut-être. Donc, n'hésitez pas à contacter votre service de santé au travail. Si vous avez le moindre doute, vous demandez une visite. Alors, effectivement, vous allez nous dire, les agendas sont chargés, il est difficile d'avoir des visites. On a déjà des retards des visites qui sont considérables, nous sommes d'accord, mais les visites de reprise sont des visites prioritaires.
Et ces visites sont prioritaires. Et donc, là, dans le cas d'espèce, ce n'est pas forcément une visite de reprise, puisque la visite de reprise, comme je vous l'ai dit, c'est une absence de plus de 60 jours. Mais par contre, vous avez tout à fait le droit de demander une visite occasionnelle à la demande de l'employeur. Et à ce moment-là, vous dites, écoutez, docteur, j'ai un doute, j'ai un problème, je veux que vous voyez ce salarié-là. Donc, sachez quand même déléguer les responsabilités. Alors, diapositive suivante. Alors là, je vais vous détailler un nouveau dispositif qui est extrêmement intéressant, qui n'existait pas effectivement auparavant. C'est la fameuse visite de mi-carrière. La visite de mi-carrière, elle était attendue. Et pour quelle raison? La majorité des inaptitudes, c'est entre 50 et 60 ans. La majorité des inaptitudes, ça va être effectivement entre 50 et 60 ans pour des problèmes que je vous le détaillais, des problèmes ostéo-articulaires, soit des troubles musculo-squelettiques, soit des problèmes d'arthrose ou des problèmes même de maladies chroniques évolutives comme des pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Ces visites vont se faire entre 43 et 45 ans. C'est organisé conjointement, effectivement, avec une autre visite médicale. L'intérêt, c'est de vérifier l'adéquation entre l'état de santé et le poste de travail. Mais ça va permettre également de réévaluer les expositions. C'est-à-dire qu'au cours de cette visite, on va réévaluer, tiens, il porte des charges. Bon, finalement, est-ce que c'est effectivement… Parce que vous savez que physiquement, une personne à 45 ans, au niveau des tendons, il y a une perte d'un tissu qu'on appelle l'élastine au niveau des tendons. Et donc, les tendons sont moins élastiques. Ils ont tendance à plus facilement s'inflammer. Et c'est pour cette raison qu'on a des pathologies, notamment au niveau de la coiffe des rotateurs, au niveau des épaules, qui sont extrêmement importantes pour les personnes de 50 à 60 ans. Et c'est d'ailleurs la majorité des cas d'inaptitude, en réalité, aujourd'hui. C'est effectivement ces pathologies de l'épaule. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aménager, comment on va pouvoir réfléchir? C'est-à-dire qu'une personne qui est exposée à des contraintes physiques importantes et qui prend de l'âge, qui a déjà des difficultés, imaginons par exemple un salarié qui porte plus de 50 kilos 3 heures par jour, effectivement, il y a un risque, que ce soit au niveau des tendons de l'épaule, que ce soit au niveau des disques intervertébraux, au niveau du rachis dorsal. Si ce salarié nous signale des arrêts maladie répétés, dont, je vous le précise encore une fois, nous n'avons pas connaissance. Quand un salarié chez vous s'arrête 1 mois, 2 mois, voire 3 jours, on n'a aucune information. Donc, au cours de cette visite de mi-carrière, si le salarié dit, écoutez, là, docteur, j'ai de plus en plus une lombo-sciatique, ça me fait mal dans la jambe, j'ai encore très mal au dos, je m'arrête régulièrement. Là, effectivement, on peut estimer que là, il faudra aménager le poste pour qu'il puisse finir sa carrière dans de bonnes conditions. Voir si vraiment il est beaucoup trop douloureux, si c'est beaucoup trop difficile, on peut envisager même parfois une formation pour qu'il puisse rebondir sur autre chose. Mais cette visite de mi-carrière, son intérêt réel, c'est d'éviter qu'on en arrive à l'inaptitude. C'est un moyen pour anticiper et d'éviter justement ces situations d'inaptitude. Voilà, diapositive suivante. Ensuite, on arrive effectivement dans les éléments pour la lutte contre la désinsertion professionnelle. Et donc, on va parler effectivement de ce fameux essai encadré. C'est l'élément du quiz pour lequel, effectivement, on disait qu'un salarié peut être à son poste de travail alors même qu'il est en arrêt de travail. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps. Mais cette loi santé-travail a modifié certains éléments pour le rendre encore plus efficient. Un essai encadré, c'est quoi? Effectivement, c'est un outil de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et tout est dans le texte, effectivement. On vérifie la compatibilité du poste et l'état de santé. Et donc, l'intérêt de ce dispositif, on peut tester un ancien poste. On peut tester un poste aménagé. On peut tester un nouveau poste pour lequel, effectivement, on fait une reconversion. Donc, c'est extrêmement important parce que ça va nous permettre de dire, tiens, voilà, j'ai ce salarié-là, je ne sais pas s'il tiendra son poste. Effectivement, on peut l'utiliser pendant 14 jours ouvrables et c'est renouvelable une fois, donc pendant 28 jours au total. L'entreprise qui va effectivement accueillir le salarié va mettre effectivement à disposition un tuteur qui va suivre le projet et faire le lien avec les différents acteurs. Diapositive suivante. Par contre, effectivement, l'essai encadré,
ça peut être mobilisé à la demande du salarié. On avance un peu vite là, par contre. Voilà, merci. Et donc, ça peut être effectivement à la demande du salarié, du service de santé au travail, du service de prévention et de santé au travail, de la CGSS, de Cap Emploi, mais également de l'organisme Comet. L'organisme Comet, c'est un organisme effectivement comme Cap Emploi, mais qui gère effectivement plutôt les personnes qui sortent des centres de rééducation. Ensuite, cet essai encadré est soumis à l'accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail. Donc, effectivement, même si on a survenu d'un accident de travail pendant cet essai encadré, vous avez quand même une validation des différents médecins concernés. Alors, diapositive suivante. Vous voyez, il y a quand même une palette de solutions pour permettre effectivement d'améliorer ce maintien en emploi et ce maintien dans l'emploi. Les projets de transition professionnelle. Donc là, c'est quoi exactement? C'est la mobilisation du compte personnel de formation pour financer des formations. Mais il y a un maintien de la rémunération pendant la formation. Et donc, la nouveauté, c'est que la condition d'ancienneté est levée. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on nous disait, bah oui, il faut une ancienneté quand même de 2 ans, de 24 mois. Et c'est levé pour les salariés handicapés. Vous voyez l'intérêt d'être déclaré travailleur handicapé, c'est déjà un premier point. Donc, c'est levé pour les salariés travailleurs handicapés, c'est levé pour les salariés licenciés pour motif économique ou pour inaptitude. Et donc, ça veut dire que même nous, lorsqu'on met en place effectivement cette inaptitude, les salariés continuent d'être suivis par Cap Emploi, puisque vous l'avez compris, Cap Emploi va suivre les personnes effectivement de A à Z, mais également, ils peuvent rentrer dans le cadre effectivement de cette transition professionnelle. Et également pour les salariés en arrêt de travail, pour maladie ou accident professionnel ou non, effectivement d'au moins 6 mois. Alors, diapositive suivante. Luc, j'apporte juste une précision. Donc, nous notre rôle, effectivement, dans ce type de situation-là, on déploie notre offre de conseil en évolution professionnelle. Donc, concrètement, on a une psychologue du travail qui intervient auprès de ces publics-là et qui, en amont d'un éventuel licenciement pour inaptitude, va commencer à travailler le projet professionnel de reconversion. L'idée, c'est, avec la personne, de pouvoir identifier un projet réaliste et réalisable par rapport au marché du travail, si jamais il y a recherche d'emploi en dehors de l'entreprise, et par rapport à la problématique de santé de la personne. Donc, on est vraiment sur cette approche-là. Et ensuite, sur la mobilisation des financements, on travaille aussi sur l'ingénierie financière. Si la personne reste salariée de l'entreprise, eh bien, c'est ce que vous disait le docteur Fauconberg, on va l'appuyer à mobiliser son CPF et le PTP, donc le projet de transition professionnelle, qui est donc un financement de transition pro. Et si la personne est licenciée pour inaptitude et s'inscrit au Pôle emploi, eh bien, vous savez qu'à Pôle emploi, on a un deuxième volet d'intervention qui est l'accompagnement vers l'emploi, c'est-à-dire qu'on accueille aussi des demandeurs d'emploi et on fait en sorte de sécuriser le parcours de la personne et de poursuivre en fait l'accompagnement une fois qu'elle s'inscrit au Pôle emploi. Donc ça, c'est un aspect aussi important de sécurisation du parcours de la personne en difficulté sur le poste de travail. Parfait. Voilà, alors donc on va évoquer maintenant le fameux rendez-vous de liaison. Et donc là, j'insiste encore à nouveau, nous n'avons pas connaissance des arrêts maladie de vos salariés. Pour beaucoup, ça semble être une évidence. Ce n'est pas le cas. Le médecin du travail ne sait pas, effectivement, quand vos salariés sont en arrêt de travail. Le rendez-vous de liaison, c'est quoi? C'est un rendez-vous entre l'employeur et le salarié en arrêt de travail, auquel le service de prévention et de santé au travail peut être associé. C'est pour les salariés qui sont en arrêt depuis plus de 30 jours. Ce rendez-vous peut être organisé en présentiel ou en distanciel. Donc, vous avez ces deux possibilités-là. Ça, c'est les données du ministère du Travail. Ça peut être à l'initiative du salarié ou de l'employeur. Et donc, effectivement, si vous êtes l'employeur et vous sollicitez ce rendez-vous, le salarié peut refuser ce rendez-vous et c'est sans conséquence pour ce salarié. Le salarié qui sollicite effectivement le rendez-vous, par contre, se voit proposer un rendez-vous par l'employeur dans les 15 jours. Ça, c'est effectivement une obligation. Et le service de prévention et de santé au travail doit être prévenu
avant la tenue de ce rendez-vous de liaison dans les 8 jours. Il y a un délai de prévenance de 8 jours. Les diapositives suivantes. Donc, effectivement, l'accompagnement, ça peut être en amont du rendez-vous, pendant ou après le rendez-vous. L'idée, c'est effectivement d'informer sur les dispositifs de la PDP, les dispositifs de la prévention de la désinsertion professionnelle, promouvoir notamment cette fameuse visite de pré-reprise qui va permettre d'organiser effectivement la reprise dans des bonnes conditions. Et également, donc, la personne qui peut être mobilisable donc, pour ce rendez-vous de liaison. Alors, ça peut être effectivement dans nos services, ça peut être le médecin du travail, l'ergonome, l'infirmière, etc., le référent risque psychosocial aussi ou l'assistante sociale, mais ça peut être également un membre de la cellule PDP. Et comme je vous le signalais, dans notre cellule PDP, nous avons effectivement Cap Emploi, nous avons aussi, bien sûr, le service social. Le référent handicap peut être également présent à ce rendez-vous, et ça, c'est un élément aussi très important. Diapositive suivante. Alors, pour conclure, effectivement, quelques conseils importants. Il me semble toujours essentiel d'être à l'affût en tant qu'employeur par rapport à des situations, l'absentéisme, des arrêts maladie, effectivement des problèmes effectivement de performance où vous avez un salarié qui se trouve en difficulté, des problèmes de fatigue. Des fois, j'ai des employeurs qui me disent bah oui, mais moi j'ai pas vu que la personne était en burn-out, j'ai rien compris, elle s'est mise en arrêt du jour au lendemain. Ça, c'est des éléments qui doivent effectivement vous alerter. C'est pas évident parce que tout le monde a la tête dans le guidon et c'est pas si simple que ça à évaluer, mais c'est aussi de votre responsabilité puisque vous êtes en charge de la santé physique et mentale des salariés. Signalez le risque précocement. N'hésitez pas, vous avez le téléphone de votre médecin du travail, n'hésitez pas à contacter vos médecins du travail, n'hésitez pas à les interpeller, c'est extrêmement important. Et toujours, comme vous le faites d'ailleurs pour l'évaluation des risques en entreprise, toujours la traçabilité. Traçabilité, j'ai tracé la demande, c'est-à-dire que j'ai fait une demande au médecin du travail, ce salarié-là me semble, il ne peut pas tenir son poste. J'ai alerté le médecin du travail, je trace cette demande. Lorsqu'on va effectivement aller sur des complications, il faut toujours avoir une traçabilité sur vos interventions. Donc, vous pouvez, comme je vous le précisais tout à l'heure, toujours faire la demande, visite occasionnelle à la demande de l'employeur. Et ça, effectivement, on ne vous embêtera jamais là-dessus. C'est quelque chose pour lequel on est toujours disponible. Le rendez-vous de liaison est important. Et ça aussi, il faut impérativement, si possible, associer le service de santé au travail, le service de prévention et de santé au travail, parce qu'on peut détailler un petit peu les éléments pour permettre la réintégration du salarié au poste de travail. Enfin, comme je vous le disais, le suivi des arrêts de travail et enfin, rester en contact avec votre service de santé au travail et surtout la démarche de prévention. C'est-à-dire que, tiens, voilà, on a, première chose essentielle, à mon sens, c'est d'abord la pyramide des âges. La pyramide des âges parce que vous arrivez avec peut-être des travailleurs vieillissants pour lesquels peuvent survenir des pathologies. Deuxième chose, c'est le dialogue. Le dialogue au maximum à privilégier en entreprise, qui est un élément essentiel. Et puis ensuite, effectivement, dès lors qu'on arrive à échanger avec ses salariés, ça pose beaucoup moins de soucis pour la suite. Diapositive suivante. Et là, je vais laisser la parole donc à Jean-Charles et Julie. Oui, merci Luc pour la présentation. Donc, on arrive presque à la fin du webinaire. On va pouvoir échanger sur des questions que vous auriez éventuellement suite à ces deux dernières slides. Là, on vous a juste indiqué en fait la façon de signaler, d'entrer en contact avec l'emploi. Il y a deux méthodes sur notre site internet. Donc, l'adresse, on vous l'envoie directement après le webinaire, le support. Vous avez un formulaire en fait de maintien sur lequel vous pouvez signaler une situation. Donc, si vous avez un salarié, l'employeur peut évidemment le signaler à partir du moment où le salarié vous a donné son accord, bien évidemment.
Ou vous pouvez aussi opter pour une méthode par mail, donc en adressant. Alors, le point d'entrée pour Cap Emploi, c'est systématiquement le lieu de travail. Donc, si le lieu de travail se situe à Saint-Denis, c'est l'agence nord du Cap Emploi qui prend en charge la situation. Et donc, sur la dernière slide, on vous a mis les coordonnées en fait, de l'équipe Cap Emploi avec un petit trombinoscope. Donc, vous voyez, systématiquement, dans chaque agence, vous avez une chargée de maintien et une assistante technique. Donc, sur l'agence sud, l'agence ouest, l'agence nord. Et à droite, donc, 2 personnes qui ont une mobilité régionale sur l'ensemble de l'île. Ambre, donc, qui est psychologue du travail et qui intervient uniquement sur les situations de reconversion professionnelle. Et Emmanuel Géano, notre intervenante sociale, qui intervient en fait en parallèle des chargés de mission sur la dimension sociale en fait, du maintien. Ça va être par exemple prendre contact avec les AS de la CGSS parce que l'arrêt de travail provoque un renouvellement par exemple d'arrêt, provoque une interruption des IJ, etc. et des difficultés en cascade pour la personne. Eh ben, on va travailler de cette façon-là avec les partenaires. Donc, Emmanuel travaille vraiment sur l'accès au droit commun et le lien au droit commun pour les personnes qu'on accompagne dans le cadre du maintien en emploi. Donc voilà, on en arrive à peu près au terme de ce qu'on voulait vous présenter. Tous ces éléments-là vont vous être envoyés. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors attendez, je crois qu'il y a une question dans le chat. Luc, il y a une question. Oui. Pour revenir plus précisément sur le formalisme de l'entretien de liaison, délai, formalisme, etc. Oui. Alors, le rendez-vous de liaison, vous m'entendez bien? Voilà, le rendez-vous de liaison, clairement, ça va être effectivement la possibilité d'échanger avec votre salarié sur effectivement d'abord les perspectives qui s'offrent à lui, si effectivement et qu'il soit suffisamment informé des dispositifs de maintien en emploi. Donc, l'idée, c'est aussi de lui présenter ces dispositifs-là. Alors, surtout, vous n'avez pas à lui demander, bien sûr, le diagnostic de ce dont il souffre, mais vous pouvez en tout cas lui demander combien de temps devrait durer son arrêt de travail. Ça, ce n'est pas effectivement du tout interdit. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider pour qu'il puisse reprendre plus facilement. Si vous voulez poser une question est-ce que c'est clair oralement ou intervenir oralement, vous pouvez. Il n'y a pas de difficulté. Alors, si vous voulez, clairement, pour le rendez-vous de liaison, il y avait une jurisprudence, c'est-à-dire que beaucoup d'employeurs n'osaient pas contacter leurs salariés en arrêt maladie. C'était extrêmement difficile. J'ai souvent détaillé lors de réunions au MEDEF. Et en même temps, on a des salariés qui nous disent régulièrement en visite, mais vous vous rendez compte, ils ne m'ont même pas contacté, j'ai aucune importance pour eux dans cette entreprise, alors qu'en réalité, l'employeur, il est tenu et c'est toujours un peu difficile de contacter le salarié en arrêt maladie. Donc, là, aujourd'hui, on a un cadre légal qui permet effectivement de contacter son salarié pendant cet arrêt maladie. Est-ce que vous pourriez revenir sur le SPSTI? Parce que je crois que la première phrase que vous avez dite sur ce sujet, c'est que ça remplaçait le SST. Oui, tout à fait, oui. En fait, SST, attention, en fait, nous, les SST, oui, attention, c'est pas les sauveteurs secouristes du travail. Donc là, si vous voulez, voilà, les SST, c'est les services de santé au travail. Vous voyez, les services de santé au travail, et le service de santé au travail est remplacé par le SPST, le service de prévention et de santé au travail. Si vous voulez, le législateur a tenu à mettre au cœur du dispositif la prévention. C'est-à-dire qu'ils insistent de façon importante sur cette fameuse prévention. Ils ne veulent plus qu'on soit simplement des services de santé, il faut qu'on soit des services de prévention et de santé au travail. D'ailleurs, aujourd'hui, les dispositifs qu'on appelle les VIP, ce sont des visites d'information
et de prévention. Vous voyez, on insiste beaucoup sur ce mot prévention. Et notamment la prévention primaire, c'est-à-dire intervenir sur les facteurs de risque avant que ne surviennent les atteintes à la santé. Très bien, merci. Voilà, merci. Docteur, moi j'aurais deux questions en fait. Oui. La première sur le rendez-vous de liaison, on est d'accord que c'est donc l'employeur qui informe de la possibilité d'avoir ce rendez-vous de liaison avec l'entreprise, mais il appartient bien aux salariés de saisir cette opportunité ou pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas par exemple organiser un entretien considérant que la situation nécessite des discussions au préalable avant d'envisager toute reprise effective du poste de travail ou quoi que ce soit. Enfin, nous, en tant qu'employeur, on ne peut que proposer et le salarié dispose quelque part. Tout à fait, c'est bien formulé, effectivement. Ok. Effectivement. Donc, je voulais vraiment bien. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et deuxième question, c'est sur la visite de reprise, donc, qui est effectivement organisée dans les 8 jours. Alors, il est vrai que surcharge oblige, les médecins du travail parfois n'ont pas l'occasion de voir les collaborateurs dans les premières heures de reprise. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai quand même entre 4 et 5 jours de battement entre la date effective de reprise et la visite médicale, où on a connaissance, mais j'ai envie de dire sans que ce soit de façon officielle, de l'origine des difficultés, des difficultés en matière d'état de santé. Donc, on craint un peu la reprise sur le poste. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire pendant ce battement? Parce que même si parfois on met un peu la pression pour que le salarié puisse être vu le plus rapidement possible, force est de constater qu'il faut qu'on attende ces 4, 5, 6 jours avec un salarié qui souvent ne veut pas poser de congé, ne veut pas prolonger un arrêt, etc. Donc, si on doit le prendre en entreprise, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Clairement, aujourd'hui, effectivement, vous avez le jour de la reprise effective et les 8 jours qui suivent la reprise effective. Donc, c'est ce qui est possible. Dans tous les cas, lorsqu'il y a un dialogue suffisant avec le salarié, on peut avoir une idée de ce qu'il peut faire et ne pas faire. Et donc, déjà, quand le salarié intègre son poste, c'est dire, est-ce que tu peux faire le travail ou pas? Ça, c'est déjà la première chose. Si effectivement, il y a un risque de difficulté au maintien au poste, il faut absolument quand même contacter directement votre médecin du travail pour échanger avec lui. Je pense que c'est la meilleure chose. Et à ce moment-là, si une visite bien avant les 8 jours est nécessaire, elle sera faite. Si par contre le médecin du travail l'a déjà vu en pré-reprise et qu'il estimait qu'effectivement il n'y aura pas de problème pour la reprise, à ce moment-là, vous pouvez largement attendre les 8 jours. Donc c'est un échange dans tous les cas avec votre médecin du travail. Je pense qu'il faut pouvoir échanger et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut tracer ces échanges. Oui, d'accord. Ça, je l'ai noté. Tout à fait. Alors, je peux rajouter également pour anticiper une reprise, il y a effectivement la visite de pré-reprise qui est très importante, mais aussi ce qu'on propose depuis quelques temps avec les médecins, avec une réflexion avec les employeurs également, c'est les laisser encadrer, qui permet, alors surtout pour des personnes qui sont en arrêt depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, on a mis en place plusieurs essais encadrés qui ont permis de justement anticiper la reprise et qui nous ont permis d'identifier déjà au préalable des aménagements qui peut être juste de l'organisationnel, mais qui peut être aussi, pendant cet essai encadré, de faire des essais de matériel pour justement permettre aux collaborateurs d'avoir dès sa reprise peut-être un siège ou un matériel en essai, ou ce qui nous permet aussi, nous, en amont, de préparer les demandes financières au niveau de la GFIP, qui peuvent prendre des fois un mois et demi en fonction des demandes, et donc qui nous permettent aussi d'anticiper la mise en œuvre de solutions à la reprise de votre collaborateur. D'accord, merci. Est-ce qu'au niveau du Cap Emploi, vous avez de la communication déjà toute faite sur les rendez-vous de liaison
Ouais, l'idée, c'est d'avoir une fiche récap, par exemple, qu'on peut redéployer auprès des collaborateurs. Est-ce que ça existe ou pas chez vous? Alors, on n'a pas de fiche de communication. Après, c'est vrai que moi, je parle du rendez-vous liaison aussi aux salariés quand je les rencontre. C'est vrai que comme c'est tout nouveau, ils sont pas non plus informés de ce Ouais. nouveau rendez-vous. Du coup, moi, je fais beaucoup de sensibilisation plus que de la communication écrite. D'accord. Ouais. C'est une très bonne idée, en tout cas. C'est une très Ouais, bonne idée. c'est une idée par contre. Ouais. Et par contre, Mhm. nous, on a un flyer sur la RQTH en fait, pour Ouais. amener en fait des personnes à faire la démarche de RQTH. On pourra vous l'envoyer si vous voulez. C'est à Mais je destination l'ai des récupéré, salariés. ça, sur le site, non? Dans la box, là, l'Active Ouais, c'est Box. ça. Ouais, Ouais, je l'ai normalement, vous l'avez récupéré, ouais. sur Ouais. notre site. C'est un double page en fait. Et du coup, il y a une question là sur le chat justement sur la RQTH. Donc, est-ce que seule la RQTH ouvre droit aux aides AGFIP? L'AH non, point d'interrogation. Effectivement, il n'y a pas que la RQTH, c'est la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui ouvre droit en fait aux aides AGFIP. Donc, c'est la liste que vous avez dans la loi en fait là-dessus. La H en fait partie. La pension d'invalidité, La la validité. rente accident du travail, la rente reconnaissance maladie professionnelle, les cartes mobilité inclusion, avec mention invalidité, mention stationnement, les pensions d'invalidité militaire, et voilà les principales. Donc, effectivement, il n'y a pas que la RQTH qui ouvre les droits aux aides AGFIP. Il y a aussi maintenant, peut-être que vous l'avez déjà vu, sur des personnes qui ont des aides de la CGSS, pension d'invalidité ou rente, accident du travail ou maladie professionnelle. Il y a un document qui est délivré qui juste notifie que la personne avait bien bénéficié à l'obligation de l'emploi de travailleur handicapé et que par ce titre, donc soit pension d'invalidité, soit rente, elle n'est pas obligée de faire la demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé de la MDPH. Voilà, donc ça, c'est aussi pour pas faire des demandes en doublon sur les demandes RQTH au niveau de la MDPH, puisqu'une personne qui a déjà une pension d'invalidité ou une rente est déjà bénéficiaire de l'obligation d'emploi directement. Et peut-être une tendance actuellement de la MDPH, c'est d'octroyer des droits à vie sur la RQTH par rapport à certaines pathologies, en fait, plutôt que de tous les 5 ans, en fait, renouveler la demande au risque que la personne oublie parce que ça arrive très souvent. Il y a de plus en plus une étude des dossiers avec une possibilité, lorsque c'est justifié, en fait, de délivrer la reconnaissance à vie de la RQTH. De rien, de rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je veux pas être redondante, enfin, sur la partie rendez-vous liaison, je voulais être sûre d'avoir bien compris. Le rendez-vous, il est avec l'employeur et le salarié. Et là-dedans, on a potentiellement le médecin du travail qui peut intervenir pendant ce rendez-vous, mais c'est pas obligatoire. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous avez très bien compris. Bon, j'ai peur. Et comment est-ce qu'on va associer le médecin du travail, du coup, à ce rendez-vous de liaison? Voilà, donc en fait, vous contactez le médecin du travail et vous dites, Simplement. voilà, ben, j'ai un rendez-vous de liaison qui est programmé, il faut nous prévenir 8 jours avant. Et donc, charge à nous de soit nous déplacer pour venir à ce rendez-vous ou de vous envoyer un membre donc, de l'équipe Là, pluridisciplinaire. Donc, ok. une infirmière, vous aurez forcément quelqu'un chez nous, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, D'accord. on s'est organisé pour que vous ayez soit une infirmière, soit effectivement un IPRP, soit une athésiste, soit effectivement, vous aurez les membres de la cellule PDP. Vous aurez forcément quelqu'un de chez nous. Celui-là, on le dissocie complètement là, de la visite de pré-reprise. Ah oui, tout à fait. C'est totalement dissocié. Ça, c'est vraiment un rendez-vous entre l'employeur et le salarié.
Oui, bah oui. Voilà. Oui, bah oui, Voilà. oui. Alors que la visite de pré-reprise, c'est vraiment entre le médecin du travail et le salarié. Hein. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, ça me paraît clair. En termes de process, on est sur quoi? Sur un courrier d'invitation fait par l'employeur? On a un formalisme particulier? Oui, c'est un courrier d'invitation. Hein. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut se faire en distanciel. C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui est sur son lit d'hôpital et qui peut absolument pas bouger, bah, il peut accepter quand même un visio et échanger avec vous, quoi. Hein. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est pas quelque chose d'impossible. Hein. Et donc, Donc, sur votre diapositive, quand vous écrivez il faut un arrêt minimum de 30 jours pour faire le rendez-vous liaison, ça veut dire qu'une fois qu'on a passé ces 30 jours, on est à 32 jours. Si le salarié est toujours en arrêt, on peut quand même lui demander ce rendez-vous liaison pour Ah oui, savoir tout à fait. C'est à partir de 30 jours, effectivement. Ok. C'est à partir de 30 jours, tout à fait. Ok. Bon, j'ai pas d'autres questions. Okay. Merci beaucoup. Merci. Okay. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, je pense, de la présentation. Si vous n'avez plus de questions, je vous propose de terminer le webinaire. On vous adressera la présentation là dans la foulée. On va envoyer le support à l'ensemble des participants. Je mettrai le flyer RQTH en même temps dont je parlais là de Cap Emploi. Ça peut être utile à mettre à disposition en fait dans les lieux de passage de salariés, voire à la DRH. C'est une information un peu généraliste sur la RQTH. On vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à prendre contact avec nos services, SPST, Cap Emploi, vous avez l'ensemble des coordonnées. Je remercie Luc, le docteur Fauconberg, pour la co-animation. C'est la deuxième. On commence à s'améliorer. Merci à vous. Un peu technique au départ. Voilà, et donc n'hésitez pas pour toute question à revenir vers nous. Merci Julie. Et puis on vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et oui, pour les quiz, en fait, c'est vrai que… Non, mais parce que le pire, c'est que ça n'a pas été programmé en plus, donc normalement, ça devait être plus fluide, mais je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. En fait, au début, le problème, c'est que au moment de l'introduction, il y a des gens qui arrivaient, en fait, donc ça a un peu… Peut-être, voilà, c'est ça. Petit souci technique, mais parce qu'en fait, les micros n'étaient pas coupés. J'aurais dû mettre, tu sais, au début sur le… Ah oui, tout à fait. En fait, de couper tous les micros à l'arrivée, en fait. La prochaine fois, je ferai ça. Non, pas de souci. Bon, bah, écoute, donc là, on se revoit le 6, en fait. Hein. Ouais, on se revoit le 6. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, nous, on va faire les envois là, dans la foulée. Hein, comme ça, c'est… OK. Des gens directement le support. Très bien. On te met dans la boucle, Luc, hein, comme ça tu suis le truc. Excellent. Voilà. J'ai encore remodifié le diapo. En fait, il y avait des erreurs sur le rendez-vous de liaison, je crois, le rendez-vous de pré-reprise. Rendez-vous de pré-reprise. C'est en le refaisant, en fait. Ouais, il y avait écrit médecin du travail 2 fois au lieu de médecin traitant. Alors là, j'ai pas vu, dis donc. Là, je vais le modifier. Alors je vais. Alors là, je suis passé à côté, là, dis donc. Non, mais on l'a juste, ça a été changé là au dernier moment, en fait. Oui, c'est vrai, dans le. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien vu. OK, effectivement. Voilà, bon, c'est bien, il y avait bien vu. Plus de monde. Il y a Madame Nourri qui est encore connectée. Mais… Oui, très bien. OK, écoute, je vais couper. OK. Merci beaucoup, Lucas, c'était clair. Merci beaucoup. Puis, donc, alors le 6, c'est la NDRH.
Et c'est Oui. à quelle heure déjà? Alors, attends, parce que Ouais. normalement, c'est au shore. C'est au shore, Mais, hein, c'est ça, voilà. voilà. Mais on peut arriver à partir de 17h30 pour s'installer. Les adhérents à NDRH, ils arrivent à 18h. Et nous, par exemple, on peut arriver à 17h45, 17h, tu vois, à peu près. 17h45? Ok, Voilà. d'accord. Ok. Moi, je Très pense qu'on bien. va. L'idée, moi, quand j'ai échangé avec eux, ils veulent être vraiment dans l'échange et que les DRH fassent aussi remonter leurs pratiques sur la politique handicap de façon générale, tu vois, difficultés pratiques. On va D'accord. zoomer sur le maintien, mais il y aura peut-être des questions sur le recrutement, etc. Donc, tu vois, moi, j'aborderai aussi ça avec eux à ce moment-là, quoi. Mais ils veulent que ce D'accord. soit. Que chacun apporte en fait ses bonnes pratiques, ses difficultés. C'est un petit groupe, hein, ils sont une quinzaine, je crois. Donc, D'accord, ok. dès que Très j'ai bien. le lieu précis, parce qu'ils ne savaient pas si c'était Shore ou EPSMR, je t'envoie ça en fait. Ils vont m'envoyer aujourd'hui ou demain. D'accord. Ouais. Bon, bah super, super, très Ça bien. marche? Très bien. Bon, et puis Parfait. la prochaine Bah, fois, merci beaucoup en tout cas. les Oui. yeux fermés et par cœur, hein, la prochaine fois. La prochaine fois, c'est la bonne. Ouais, à fond. Voilà, on va y arriver. Ok. Merci, Lucas. Merci, Luc. Merci, Bonne journée. merci. À bientôt. Allez, bonne journée. Bye, Allez, à bye. bientôt, bientôt. Merci.